Magali Lafourcade est magistrate, actuellement secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Elle enseigne à Sciences Po et dirige une session de formation continue à l'École nationale de la magistrature. En 2025, elle a fait paraître Démasculiniser la justice aux éditions Les Petits Matins. On lui doit aussi les droits de l'homme dans la collection Que sais-je au PUF. Samedi 28 février 2026, Magali Lafourcade était invitée à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son ouvrage La justice en procès aux éditions Les Petits Matins. Dans ce livre, la magistrate décrypte et bat en brèche les attaques récurrentes contre un supposé gouvernement des juges, sévère avec les puissants, les élus, et trop laxiste par ailleurs avec les délinquants ordinaires. Elle explore les conditions d'émergence de chacun de ces deux discours, factuellement faux, précise les principes démocratiques qu'ils mettent en cause et contextualise le déploiement d'un populisme judiciaire assumé et brutal qui met en scène un affrontement fantasmé entre le juge et le peuple. Le débat était animé par la juriste Aurore Gaillet. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses à cette rencontre avec Magali Lafourcade autour du livre La justice en procès aux éditions Les Petits Matins. Donc on remercie chaleureusement Magali Lafourcade de nous faire l'honneur de venir aujourd'hui à la librairie Ombre Blanche. Et je voudrais dire un mot aussi sur l'animation d'aujourd'hui, l'animatrice de la rencontre, qui est Aurore Gaillet, qui est donc juriste, professeure de droit public à l'université Toulouse-Capitole, et qu'on remercie chaleureusement également de participer à cette rencontre. Je ne vais pas occuper la parole davantage, mais je voudrais juste dire un mot pour signaler qu'il y aura un moment de questions à la fin du dialogue, et également que vous pourrez demander une dédicace, une petite griffe à Magali Lafourcade. Le livre, vous pouvez vous le procurer à l'accueil de la salle. Et donc voilà, je vous souhaite une belle rencontre à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Je ne sais pas, mon micro marche, ça va ? M'entend ? Alors, il me revient de présenter Magali Lafourcade et je dois dire qu'on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous êtes aussi des grands fans d'un certain nombre d'émissions où on entend sa voix, et quand je l'ai vue tout à l'heure, je me suis dit c'est formidable d'avoir à ses côtés quelqu'un dont on est familier, qui accompagne notamment ses dimanches ou ses soirées selon les moments où on écoute les émissions. Je parle d'une émission de France Culture, mais bien d'autres. Et moi, je voulais dire à quel point j'étais heureuse précisément d'être aussi avec vous ce soir. Je suis effectivement professeure à l'Université de Toulouse, et c'est une chance d'avoir des dialogues ainsi, à la fois avec des étudiants qui sont en nombre aujourd'hui et un public de la librairie Ombre Blanche. Et ici, précisément pour introduire et débattre avec Magali Lafourcade. Pour ceux qui, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, Magali Lafourcade est magistrate, mais aussi principalement secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une instance qui accompagne, qui veille au respect des conventions et des traités en matière de droits de l'homme auprès des instances françaises. Donc à titre principal, mais au-delà, on est ici pour discuter de son ouvrage. Je ne vais pas citer toutes les qualités. Je crois qu'on a ici principalement, on va discuter de ce livre qui a aujourd'hui une place dans le débat public pour sa thématique. Au-delà de son auteur, j'en dis quelques mots. Moi, je ne vais absolument pas monopoliser la parole. On aura un temps de discussion tout à l'heure. Je vais poser quelques questions comme il est d'usage, mais le principal, c'est que vous ayez aussi la possibilité de poser des questions. Mais la justice en procès, les populistes à l'assaut de l'état de droit. Quelques mots, je vais prendre ici 3 minutes ma casquette de juriste et de professeur de droit public. L'opposition démocratie-état de droit fait partie des grands thèmes actuellement. On n'a pas besoin, soit des étudiants, n'importe qui, on entend parler. Très simplement, dès lors qu'on a tendance à les opposer. La démocratie, c'est l'élection, c'est le peuple. Les juges, qui sont ici en procès, l'état de droit, ce sont ceux qui limitent. Donc forcément, on a une contradiction assez simple, j'allais dire. Cette contradiction, elle est ancrée dans l'idée même, dans la définition même de la démocratie, donc le peuple, les juges non élus qui viennent apporter un contre-pouvoir
à ceux qui ont décidé. Donc si on le veut de manière populiste ou simple, j'allais dire, ces deux termes s'opposent. On n'a pas besoin d'être en 2026. Peut-être connaissez-vous un livre qui s'appelle « Le gouvernement des juges ». C'est une expression. Même en Allemagne, par exemple, on cite le gouvernement des juges, on le dit en français. C'est un livre qui date de 1921 d'un français. Donc la question n'est pas nouvelle. Mais malgré tout, elle a une véritable nouvelle actualité. On pourrait s'étendre sur le nombre de critiques qui en sont faites. Il y en a une qui est dans cet ouvrage, qui a été faite par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui disait « L'état de droit n'est ni sacré, ni intangible », qui est parfaitement discuté dans cet ouvrage. Et vraiment, la question, c'est de savoir pourquoi cette opposition ressurgit dans nos années 2020. Pourquoi on l'associe au populisme? Pourquoi le populisme, on va dire de manière simple, c'est eux contre nous. Le peuple et les élites, et les autres, et les juges non élus, et ceux qui prennent une décision contre. Donc c'est une rhétorique, et je la trouve vraiment parfaitement décrite dans cet ouvrage. Si on la prend comme ça, elle est simple, on la comprend, et on peut y adhérer facilement. Ce sont des ressorts de langage, eux et nous, qui reprennent cette ancienne thématique de l'état de droit, les juges, contre la démocratie. Et cet ouvrage a ici donc véritablement un enjeu juriste, mais aussi un enjeu tout simplement citoyen. Ce qui est intéressant, et je vais immédiatement revenir à passer aux questions, mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est qu'il montre parfaitement l'utilisation de cette rhétorique démocratie contre état de droit, démocratie contre juge, mais Magali Lafourcade essaye aussi de rappeler qu'en fait, c'est pas si simple. Et que dans une conception de la démocratie qu'elle appelle substantielle et pas seulement procédurale, donc en fait, c'est pas juste la démocratie, c'est pas juste le vote. La démocratie, c'est autre chose. C'est les droits, c'est la séparation des pouvoirs. Peut-être que tu pourras revenir tout à l'heure dessus. Mais c'est un peu l'enjeu de cet ouvrage que de montrer que cette opposition facile, qui est une opposition rhétorique, on peut peut-être ne pas y adorer et comprendre qu'au contraire, démocratie et juge se complètent. Démocratie et état de droit se complètent. Là, c'était ma casquette de juriste pour resituer l'enjeu de cet ouvrage qui est écrit vraiment avec des mots simples, mais en même temps qui monte dans une problématique qui est une problématique fondamentale. Et ma première question, chère Magali, puisque j'ai déjà bien trop parlé, pourquoi ce livre? Parce que là, on est en 2026, j'allais dire, il tombe à propos. Les procès Sarkozy, les procès Le Pen, qui sont au cœur de l'ouvrage aussi. Bon, il faut un peu de temps quand même pour écrire un livre. Et il n'est pas sorti le jour du procès Le Pen ou Sarkozy. Donc pourquoi, comment, c'est qui écrit? La magistrate, la défenseuse des droits de l'homme, la parole publique? Alors d'abord, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être là. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me montre qu'on peut débattre et se poser des grandes questions tous ensemble. Puis je voudrais remercier Ombre Blanche d'avoir organisé cette rencontre. Et puis Aurore Gaillet de porter la discussion. Ça me fait extrêmement plaisir. Il y a aussi le représentant des Petits Matins qui est là. Donc je suis très très accompagnée. Ça aussi, de pouvoir écrire un livre avec avec un éditeur indépendant qui porte des idées dans le débat public, c'est extrêmement important. Alors, je vais essayer de paraphraser, pour répondre à ta question, Aurore, je vais essayer de paraphraser un grand penseur de notre siècle, Nicolas Sarkozy, qui a dit « Mon combat, c'est l'état de droit ». Et ben en fait, que ce soit ma casquette de magistrate, ma casquette de CNCDH ou ma casquette de citoyenne engagée, mon combat c'est l'état de droit, mais je dirais pour de vrai. Voilà. Alors, je voudrais juste vous alerter sur, pour voir prendre un peu la température de la salle. Donc janvier-février, on a eu le procès du Rassemblement national. Madame Le Pen et la moitié de ceux qui avaient été condamnés en première instance qui avaient fait appel. Donc elle est présumée innocente. Décision le 7 juillet. Mars-avril, est-ce que vous savez ce qu'il y a ? Exactement, tout à fait. Donc l'affaire libyenne. Alors mars-avril, mai, qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez pas ? Encore une affaire de corruption. Non, ça c'est un peu plus tard. Mais c'est bien vu.
c'est Chikirou pour une affaire de corruption. Il faut pas oublier, hein, voilà. C'est le spectre, hein, donc voilà. Présumée innocente, hein, elle sera jugée au mois de mai. Donc juillet, on aura le résultat dans l'affaire en appel du Rassemblement national. Et septembre, monsieur... Voilà, Rachida Dati, qui est donc présumée innocente, mais c'est encore une fois pour corruption et trafic d'influence. Donc en fait, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est que je vais régulièrement sur des plateaux de télévision. Alors je vais pas sur des chaînes qui font commerce de la polémique. Je vais sur des chaînes où le débat est possible. Et j'ai trouvé que même sur ces chaînes-là, au moment de l'affaire Le Pen, il s'était passé quelque chose où on n'avait plus d'espace factuel commun. On ne pouvait plus débattre en se disant si je dis que ça c'est rouge et qu'en face on dit mais non mais c'est bleu. Enfin, c'est très très perturbant quand vous essayez d'avoir une parole qui est d'expertise, rationnelle, pédagogique, qui essaye de parler à tout le monde, d'avoir quelqu'un qui peut tout retourner tout le temps. Vous êtes impuissant en fait face à ça. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que j'avais le souvenir en 2017 et 2013 les dernières grandes affaires Cahuzac et Fillon où à chaque fois tout l'arc politique se détournait de ces personnes-là. Dans l'affaire Fillon, même son directeur de campagne a claqué la porte en disant pour des raisons morales et politiques, je ne peux pas continuer à faire cette campagne. Donc on avait un sursaut en fait républicain autour des principes, autour de l'égalité pour tous, la probité, etc. Et là, on était passé dans autre chose où finalement le magistrat, le juge, la justice, c'était l'ennemi. Et c'était l'ennemi de l'intérieur, avec tout ce que ça charrie de danger. Et c'est ça qui m'a convaincue d'écrire ce livre. Et alors après, il y a eu l'affaire libyenne. Et là, on avait encore dépassé des points de bascule. Et j'ai voulu essayer de comprendre ce qui s'était passé en si peu de temps pour qu'en moins de 10 ans, on ait changé d'état. C'est-à-dire que pour moi, on n'est plus tout à fait dans l'état de droit. Et c'était ça que je voulais expliquer. Et c'est des affaires qui vous parlent à tous. Et 2026 s'annonce très, très difficile pour la justice. Donc, c'était le bon moment pour pouvoir expliquer les enjeux qui dépassent la personnalité de ces personnes, qui sont des leaders politiques de premier rang, mais qui nous concernent toutes et tous. Merci beaucoup. Peut-être que tu veux revenir un tout petit peu en arrière quand tu dis à un moment l'élément déclencheur, c'est quand même le procès Le Pen. J'aurais des questions après sur la rhétorique, mais est-ce que tu veux en dire quelque chose sur cette histoire d'ingérence étrangère, parce qu'on t'entend beaucoup sur cette question et peut-être que c'est l'occasion, avant de dérouler, d'en dire un mot. Pourquoi l'élément déclencheur aussi ? Quel lien avec cette rhétorique contre l'état de droit et cette peur aussi en fait citoyenne ? Alors, ce qui était troublant, c'est qu'au moment où j'avais ces deux Américains qui étaient donc adressés par, c'était pas une initiative de barbouze privée, hein, c'était vraiment l'administration Trump qui était dans mon bureau. Hein, donc, au moment où donc j'ai ces deux Américains qui m'interrogent sur la situation pénale de Marine Le Pen et qui essayent de trouver des arguments pour crédibiliser le fait que c'est une décision qui est fondée sur rien en fait et en droit, mais qui est fondée sur un but politique, exclusivement politique. À ce moment-là, je ne prends pas conscience, parce que c'était en mois de mai de l'année dernière, je ne prends pas conscience de ce qui se joue. C'était impossible je pense pour beaucoup d'entre nous, d'imaginer qu'un jour, notre allié, une grande démocratie, à savoir les États-Unis, mettrait sous sanction des magistrats, donc d'abord brésiliens, puisque c'était 2 mois après, c'était le juge Alexandre de Moraes qui a été mis sous sanction après avoir jugé Jair Bolsonaro pour sa tentative de coup d'État. Et en août, ce qui a suivi, c'était mon collègue Nicolas Guillou, qui est juge à la CPI, à Cour pénale internationale, et les autres magistrats de la CPI, donc sous sanction, pour leurs activités juridictionnelles. Donc là, je commençais à me dire que ce qui s'était passé était vraiment inquiétant, même si sur le moment, j'avais senti que c'était pas du tout normal, j'avais fait une alerte au Quai d'Orsay, etc. Mais ensuite, j'ai discuté avec d'autres magistrats et avocats, et qui disaient leur peur, en fait, d'avoir à travailler sur des gros intérêts américains.
vous devez poursuivre X pour tel ou tel, donc anciennement Twitter, alors qu'il y a Elon Musk derrière. C'est extrêmement difficile parce qu'on a vu aussi Thierry Breton être interdit de circuler aux États-Unis, alors qu'il n'était plus commissaire européen. Enfin, vous voyez, le côté vengeur va très très loin. Et donc je pense que là, on est arrivé à un point où les ingérences extérieures, enfin ingérence ça vient de l'extérieur, et les intérêts de la sphère MAGA d'avoir des pouvoirs politiques dans les pays européens qui sont alignés sur le Trumpisme fait qu'il y a une espèce de jonction là qui fait que notre état de droit il est abîmé de l'intérieur mais il est aussi en danger de l'extérieur. Et donc c'est pour ça que tout ça faisait sens. C'est un petit peu compliqué, mais je crois que vraiment, là, on a des municipales. On sait que les municipales, c'est une cible de choix pour les ingérences. Ça peut paraître curieux, mais la presse quotidienne régionale est une des plus créditées de sérieux et de crédit par le citoyen qui la lit. Elle est très lue et c'est très facile de faire un faux site comme François, on a vu ça récemment, et de faire de distiller des fausses informations dans ce cadre-là. Et donc le fait que les Russes fassent ça, que les Chinois, les Iraniens, mais aussi les Américains puissent avoir ce genre de stratégie est quelque chose de tout à fait nouveau. Et il faut qu'on soit très conscientisé et très outillé face à ce genre d'attaque. Merci. Tu dis les municipales sont un bon moment ou un moment difficile peut-être pour la possibilité d'ingérence étrangère, mais les municipales sont aussi un moment où les faits divers peuvent être instrumentalisés. Et l'un des fils rouges du livre, c'est de mettre en lumière deux discours. Et il y a tout le long du livre, on le voit, deux discours, l'un assez ancien, qui dit « la justice est laxiste ». Populisme pénal, la justice est laxiste, un fait divers, focalisation sur un fait divers, qui n'est pas une fake news, c'est pas un faux fait, mais un fait divers. Ensuite, le deuxième discours, alors effectivement plus récent, qui est la justice, cette fois-ci, n'est pas trop laxiste, mais pas assez, parce que la justice, au contraire, elle est excessive, notamment lorsque les magistrats jugent les politiques. Donc là, on en revient au procès politique en disant, voilà, donc d'un côté, la justice, elle fait pas son boulot, elle va pas assez loin, plus de prison, etc. De l'autre côté, au contraire, la justice est laxiste, et donc, des deux côtés, on attaque les juges, en réalité. Donc cette rhétorique anti-juge avec ses doubles ressorts, double discours, mais dans ton livre, tu montres bien qu'en fait, en dessous, il y a le même discours, il y a la double accusation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et il y a quelque chose, je te reposerai tout à l'heure des questions sur les discours, mais là on est sur les faits. Les faux faits, fake news, les faits divers qui alimentent ce double discours. Et toi, tu en appelles en permanence à dire non, revenons aux vrais faits. Est-ce que tu peux, alors c'est une double question à double entrée, à la fois sur ce double discours, mais en réalité qui ressort du même discours, et comment on instrumentalise les faits, mais comment nous, toi, tous, on peut revenir aux vrais faits. Ce qui facilite l'instrumentalisation et le fait de raconter absolument n'importe quoi dans l'espace du débat public sur la justice, hein, c'est que on connaît très mal la justice. C'est pas un service public de proximité comme l'école ou l'hôpital où on a tous été faire un tour à un moment donné. Donc à part si vous avez eu un moment un contentieux où vous êtes allé soit comme victime soit comme auteur ou alors vous avez divorcé, ce qui traverse beaucoup la société, vous avez rarement, et encore avec le consentement mutuel, vous avez rarement vu un magistrat dans votre vie. Et surtout le système est extrêmement compliqué. Il change tout le temps, parce que la loi change tout le temps, ce qui fait que pour appréhender ce système-là, pour chacun, c'est extrêmement difficile. Et donc, c'est là-dessus que prospèrent les populistes, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent dire absolument n'importe quoi. Alors, sur le laxisme, ça, c'est un discours, comme tu l'as dit, ancien, qui a bien pénétré les esprits, puisque quand on regarde les sondages d'opinion, beaucoup de gens pensent que la justice, effectivement, est laxiste. Et donc, c'est là où il faut prendre un peu de champ et regarder ce qui se passe dans les autres pays européens qui nous ressemblent. En fait, on n'a jamais eu autant de détenus dans notre pays. Et ce qui est intéressant, c'est que personne aujourd'hui ne porte l'idée que qu'est-ce qui fait notre sécurité collective. On sait que ce qui fait notre sécurité collective, c'est ne pas incarcérer des gens qui vont devenir de plus en plus dangereux en étant en prison, ou alors de bien préparer leur sortie. Collectivement, on sait qu'on a intérêt à faire des libérations conditionnelles.
parce que vous libérez les gens avec un fil à la patte pour vérifier que derrière ils se soignent, ils travaillent, etc. Sauf que ça peut être tellement reproché aux magistrats de libérer les gens, surtout s'il se passe quelque chose derrière, et le magistrat n'a pas de boule de cristal. Et aujourd'hui, donc, on a énormément de détenus, surtout dans les maisons d'arrêt, puisque donc il y a des établissements où il y a l'encellulement individuel, mais pour les maisons d'arrêt, c'est là où, dans certaines régions de France, on est à plus de 200% d'occupation, de suroccupation. Et si vous n'accompagnez pas les sorties, vous laissez des gens très désinsérés qui peuvent être plutôt récidivants. Donc il faut trouver le meilleur équilibre possible. Et personne politiquement n'interroge cette dangerosité qu'on peut créer pour notre sécurité collective, alors qu'il y a beaucoup de juges d'application des peines qui savent très bien les enjeux autour de ça. Donc il y a une course à l'échalote où on nous dit tout le temps, au nom des victimes ou au nom des citoyens exaspérés, il faut incarcérer plus. Donc en France, on a un taux d'incarcération par 100 000 habitants qui est très élevé par rapport aux autres pays européens. On fait 2 fois plus que les Pays-Bas, qui ont un gros problème de narcotrafic et qui incarcèrent beaucoup de narcotrafiquants. Et ben, pourtant, c'est 2 fois plus en France. On fait 1 tiers de plus que les Allemands. On ne voit pas trop pourquoi. Donc dans les études, il n'y a pas vraiment de lien, de causalité entre le niveau d'une délinquance ou d'une criminalité dans un pays et le taux d'incarcération par 100 000 habitants. Mais ça, nos politiques, ils pourraient quand même aller un peu plus loin que dire on va construire des nouvelles places de prison et qu'on s'interroge là-dessus. Et quand on a des discours très... je pense au garde des Sceaux actuel qui, à un moment donné, avait parlé de Big Bang judiciaire en disant il faut supprimer le sursis. Alors ça n'avait jamais été osé, c'était très disruptif et tout. Sauf qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on a 85 000 personnes en prison. Si on supprime le sursis, ça fait à peu près 130 000 personnes de plus. On n'a pas la place et on n'a pas non plus les équipes pour accompagner les sorties, pour faire ce qu'on appelle donc le service d'insertion et de probation, pour essayer de faire que les gens ne récidivent pas trop en sortant. Donc vous voyez bien qu'on sait très bien que personne n'osera mettre dans la loi supprimer le sursis. C'est juste une mesure qui vise à montrer qu'avec moi, tout ça s'arrêterait, cette délinquance, etc. Donc on est dans cette course à l'échalote. Au lieu de poser les bonnes questions qui est, nous on veut de la sécurité collective, et puis il faut aussi penser au personnel pénitentiaire qui vit des choses très dures, qui est de plus en plus attaqué personnellement, etc. Donc ça c'est le discours sur le laxisme qui a vraiment bien... s'est ancré très profondément dans l'esprit des citoyens. Et alors, le discours sur la sévérité, il est intéressant parce que ça renverse complètement ce qu'on a toujours appris. C'est la phrase de La Fontaine. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Donc c'est avec les puissants, la justice déploierait des moyens pharaoniques, ce serait l'hubris des juges, voilà. Sauf que c'est pas vrai là encore. Et donc là on a un rapport de la Commission européenne qui est absolument fantastique. Donc c'est pas une officine gaucho inquiétante, la Commission européenne, qui vous dit que pour la corruption, la France c'est le pays où il y a la justice qui est la moins efficiente de toute l'Union européenne. Alors quand j'ai vu ça, j'étais stupéfaite et j'ai vu le directeur qui s'occupe de ça à la Commission européenne et je lui ai dit mais ça veut dire qu'on fait pire que les Hongrois ? Il m'a dit oui. Voilà. Donc c'est pour situer. Donc ça veut dire qu'on a. Et alors on peut se dire mais c'est parce que les cols blancs ils ont toujours plus de moyens de défense, plus de moyens de dissimulation que la délinquance ordinaire, que le citoyen lambda qui fait des infractions. Sauf que c'est pareil les cols blancs dans les autres pays européens. Ce qui se joue en France, c'est que que la justice française et surtout les équipes d'enquête ont été désarmées pour traiter ces affaires. Et quand on discute avec d'autres magistrats, ils vous disent très bien les affaires qui avancent et celles qui n'avancent pas. Et on voit très bien que les affaires de probité sont celles qui sont très difficiles à sortir. Alors là, vous avez l'impression que c'est la fête en 2026 avec le nombre de personnalités politiques de premier ordre qui vont être jugées, mais c'est des affaires qui traînent depuis des années. C'est extrêmement long à sortir. Donc pourquoi c'est si long ? Pourquoi est-ce que sur l'affaire libyenne, on n'a pas eu une équipe d'enquête comme pour le vol au Louvre ? C'est une affaire extrêmement grave pour notre République. Quand on voit les enjeux qui sont posés dans le dossier, c'est une des plus grandes affaires de la Ve République. Donc on aurait pu imaginer ça. Apparemment, il n'y avait qu'un enquêteur tout du long pendant les 10 ans d'instruction et
travailler sur ce type d'affaires ou sur des crypto-monnaies, sur des paradis fiscaux, sur des sociétés écrans, c'est très complexe. Il faut des enquêteurs très chevronnés. Et là, il y a un effondrement du recrutement parce qu'on ne se donne pas les moyens de recruter beaucoup d'enquêteurs, alors que c'est l'investissement le plus bankable. Vous mettez de l'argent dans la lutte contre la corruption, vous récupérez des milliards. Le PNF, le Parquet national financier, il a récupéré en 10 ans d'existence. Bon, il y a quand même des parlementaires qui demandent sa suppression. Hein. On n'imagine pas des parlementaires demander la suppression d'un parquet qui s'occuperait de faire de la saisie de stupéfiants, qui aurait fait trop de saisies de stupéfiants, c'est mal. Non. Là, le Parquet national financier, donc il y a des parlementaires qui ont demandé sa suppression, il a rapporté 12 milliards d'euros au Trésor public. Donc si on mettait une petite partie de cette somme dans la lutte contre la corruption, on pourrait lutter contre l'impunité, et donc contre l'idée que finalement il ne se passera rien et donc on peut y aller gaiement. Et puis surtout, on pourrait rapporter beaucoup d'argent pour nos services publics. Voilà, c'est un choix de société. Donc lutter contre la corruption, c'est un choix qui nous concerne tous, parce que quand vous avez une société qui est où la corruption est en croissance, ce qui est le cas en France selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, sauf qu'on ne sait jamais si ça veut dire que c'est mieux détecté ou si ça veut dire que le phénomène est en croissance, 50% de plus depuis entre 2016 et 2024 d'infractions enregistrées par les services enquêteurs. 50% de plus. Vous imaginez s'il y avait 50% de plus de rodéos urbains, ce qu'il y aurait sur les chaînes d'infos en continu ? Voilà, là, on a un phénomène qui est en croissance et on a un sentiment d'impunité qui n'est pas où on ne cherche pas à lutter contre ce phénomène-là. Donc, je crois que là, ça nous concerne tous. Et je trouve que ce qui est scandaleux, c'est qu'on en parle dans la société de la corruption tout le temps. Quand vous allez chercher vos enfants, quand vous allez à des dîners, etc. Enfin, les gens en parlent, sont choqués par ça. Sauf que politiquement, plus personne ne porte la lutte contre la corruption. Et là, même au contraire, il y a un discours pour assumer cette impunité et ce séparatisme. Je voudrais juste, si tu me permets, j'ai commencé mon livre par cette phrase d'un ami, un proche de M. Sarkozy. « C'est un choc pour des gens comme nous. Nous ne sommes pas faits pour la prison. Nous ne sommes pas des animaux. » Là, il y a une transparence. Mais en fait, ce discours, il était quand même assez audible dans d'autres prises de parole nous, voilà. Donc, mais ça, qui nous sommes ? Nous sommes des Français attachés à l'abolition des privilèges, attachés au principe d'égalité de toutes et tous devant la loi. Et donc non, l'impunité n'est pas concevable. Et pourtant, c'est une revendication d'impunité où c'est le juge qui est le problème, pas le rapport du politique à la loi pénale. Je suis en train de m'enflammer un petit peu, donc j'arrête là. Merci. Non, au contraire, c'est passionnant. Mais moi, je ne suis moi-même pas pénaliste, mais je reviens au premier élément, celui du laxisme. Et il y a un élément qui, moi, alors là, je prends justement plutôt une casquette de citoyenne et où je bute, et j'aimerais bien ton avis. Tu parles de confiance dans la justice. Alors, le dernier baromètre Cevipof dit 45%, les Allemands 63%. Moi, 45%, je me disais, quand même, j'aurais pensé pire. Les Allemands, c'est 63%. C'est bien, mais bon, moi, j'ai une tendance un peu germanique, alors je vais regarder de là-bas. Bon, 45%, j'aurais pu croire que ce serait moins, mais quand même. 45%. Faible confiance, et la confiance, c'est la démocratie. En même temps, si on écoute ce discours de laxisme, et on voit ce qui se passe, ou ce qui en est dit et ce qui en est présenté sur les chaînes d'information continue, c'est pas si simple de résister et de répondre à ce que tu appelles, et ce qui est appelé le populisme pénal. Parce que finalement, c'est des ressorts faciles. Regardez, il y a un fait divers. On peut... Tout ce que tu dis sur la sécurité collective, les prisons, finalement, quelque part en arrière-plan, on le sait, mais malgré tout, quand on est dans un débat public facile, rapide, c'est un ressort qui est facilement utilisé. Donc moi, je me demande qu'est-ce qu'on peut y répondre, c'est-à-dire qu'il y a des publics convaincus, qui sont des publics avérés, c'est pas eux qu'il faut convaincre, mais comment est-ce que de manière générale redonner confiance à la justice en expliquant, en précisant, alors en intervenant comme tu le fais, mais voilà, t'as beaucoup d'idées, mais là directement sur cette question, comment répondre à ce populisme pénal qui utilise des arguments faciles, mais quand on est un peu concerné, en fait, presque on pourrait y adhérer. L'adhésion est plus facile dans quelque chose de facile à comprendre qu'à revenir à expliquer, alors tu as les conseillers probatoires, etc. Mais c'est compliqué.
Oui, tu as tout à fait raison. Alors, juste pour revenir sur la confiance, donc effectivement, 45%, c'est beaucoup, beaucoup plus que pour les politiques. Hein. Je crois que le président de la République est tombé à 15 dans le baromètre. Voilà. Bon, lui, vraiment, il tutoie vraiment le sol, hein, là. Hein, mais donc, il ne peut que remonter. Et donc, même pour l'Assemblée nationale, c'est très faible. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une image projetée. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, vous avez peu d'expérience de la justice. Si on fait un petit sondage dans la salle, qui a eu à un moment un contact avec la justice en tant que victime, en tant que... voilà, si vous pouvez lever la main, le nombre de personnes qui ont eu un contact. Sans les avocats. Hein. Les avocats, ça compte pas. Voilà. Un contact non professionnel. Voilà. Bon, en fait, ça fait quoi ? Ça fait à peu près 20% de la salle, même pas ? Et il se trouve qu'il y a une étude qui est un peu ancienne, qui mériterait d'être réactualisée, qui date de 2013, hein, donc ça commence à dater, sur les gens qui ont eu justement un contact. Et ceux qui ont eu un contact ont une vision beaucoup plus positive que ceux qui ont une image projetée. Alors l'image projetée, elle est construite par ce que disent nos politiques, et parce que les réseaux sociaux et aussi les chaînes d'infos en continu, qui sont une caisse de résonance énorme d'un certain discours populiste, renvoient. Ce qui est plus intéressant, c'est que les gens qui ont eu un contact peuvent avoir, je crois que c'était 2/3 ou 3/4 un niveau de satisfaction, ce qui est quand même pas logique. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le magistrat, son boulot, c'est de trancher entre des intérêts antagonistes. Donc, normalement, vous ne faites pas d'heureux, ou rarement, vous faites des heureux. En tout cas, ça devrait être... bon. Ensuite, la deuxième chose, c'est que par rapport aux Allemands, ou aux Italiens ou aux Roumains qui sont testés dans cette enquête, nous, on a une justice qui est d'une pauvreté extrême. C'est-à-dire que il y a une commission du Conseil de l'Europe, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui dit que pour arriver à la médiane du Conseil de l'Europe, c'est 46 pays, hein, le Conseil de l'Europe, hein, donc on ne parle pas de l'Union européenne. Pour arriver à la médiane, il faudrait qu'il y ait 6 fois plus de procureurs. Donc 6 fois plus de procureurs. Donc vous imaginez aussi ce problème-là, et donc il y a une vraie perte de sens pour les magistrats. Et donc, quand on voit les demandes, enfin les critiques qui sont adressées à la justice, elle est trop longue, évidemment. Elle est coûteuse. Ça, c'est pas les magistrats qui font que ça coûte autant d'argent. Hein. Elle est trop complexe. Ça non plus, c'est pas les magistrats qui font la loi. Et le vocabulaire est trop compliqué. Ça, c'est les magistrats. Donc, pour répondre à ta question, moi, je dirais que la première chose, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un vrai choix de société pour augmenter l'investissement d'une société dans sa justice. On est vraiment, c'est un choix qui est fait dans les finances publiques et qui est catastrophique. La deuxième chose, donc il faudrait au moins se mettre à la médiane européenne. Ce serait quand même pas du luxe. On est quand même une puissance économique, qui va pas bien, mais voilà. Et là aussi, donc ça va pas bien, mais en fait, le magistrat, il est en fin de course de toutes les politiques publiques qui n'ont pas marché. C'est lui qui voit tout. Voilà. Donc il est le premier à voir la colère, le désarroi, la déprime des citoyens. Donc il est au fait de tout ce qui va mal. Il n'est pas du tout dans sa tour d'ivoire. Et pour autant, il connaît mal ce qu'attendent les justiciables de la justice lui-même. Donc moi, je verrais d'abord relever le niveau de l'investissement dans les finances publiques au niveau de la justice. Ensuite, je pense qu'il y a un boulot à faire de la part des magistrats eux-mêmes. Je crois que les magistrats doivent se dire qu'il est temps de parler simplement aux gens, parce qu'on n'a pas besoin de jargonner, de mettre des attendus que dans les décisions, etc., pour être compris. C'est pas normal de pas accompagner une décision d'importance, de ne pas accompagner d'un communiqué de presse. Ça permettrait qu'il y ait au moins des éléments factuels qui soient communs à tout le monde. Le Conseil d'État, la Cour de cassation le font. Alors pourquoi le tribunal correctionnel, quand il juge l'affaire libyenne, même à travers 400 pages, n'accompagne pas d'un communiqué de presse? Et je crois aussi que il faut aussi aller rentrer dans l'arène. Alors ça, là, je suis peut-être assez minoritaire dans le corps des magistrats. C'est-à-dire que avant, les magistrats pensaient qu'il y avait papa qui pourrait toujours nous protéger, papa étant le garant constitutionnel de l'indépendance de la justice, c'est-à-dire le président de la République. Depuis que Madame Dati est allée sur LCI expliquer que des magistrats marchaient sur les droits de la défense et a nommé des magistrats, nommément, donc vu le changement de notre espace informationnel, vous nommez des magistrats, ceux-ci peuvent après subir des intimidations, des menaces,
du discours de haine, puis ça va très très vite. Ça descend, la parole politique est toujours avec une certaine exemplarité, donc ça descend très très vite dans le reste de la société. À ce moment-là, les magistrats, pour beaucoup, se sont sentis très seuls parce qu'ils attendaient que le président de la République dise quelque chose, ou le garde des Sceaux. Les deux ont apporté leur soutien à Madame Dati, qui était ministre du gouvernement. Je rappelle encore une fois, les présumées innocentes. Donc à ce moment-là, vraiment, c'est dur à vivre. Et surtout, tout le monde comprend qu'à partir du moment où ils ont soutenu Madame Dati après ses propos, c'est terminé d'avoir une parole politique crédible en soutien de l'indépendance de la justice quand un opposant politique viendrait s'essuyer les pieds. Et c'est arrivé quelques mois plus tard avec Nicolas Sarkozy qui explique que c'est la justice qui viole l'état de droit. Et il a été très brutal. Et ça n'a pas ému plus que ça nos responsables politiques, bien au contraire. Donc je crois qu'il y a ce problème d'image projetée. Et puis il y a ce problème aussi de magistrats qui ne rencontrent pas assez le justiciable. Tout est fait aujourd'hui pour supprimer les jurés. Là, maintenant, il y a une nouvelle idée, après les cours criminelles départementales qui sont sans jurés, il y a l'idée de faire du plaidé coupable criminel. Donc là, évidemment, ça veut dire que la victime, non plus, elle n'existe pas. Le discours sur il faut être plus sévère pour les victimes, en fait, non. C'est complètement... Il y a une duplicité de ce discours-là. Mais surtout... mais surtout pour le contact du citoyen. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont été jurés ? Non, aucun d'entre vous ? Parce que quand vous allez aux assises et que vous voyez les jurés, je peux vous assurer qu'ils rentrent dans cette fonction de juré avec un sérieux, une concentration. Ils comprennent les enjeux en termes de liberté individuelle. Et à ce moment-là, ils sont ils sont tellement attentifs à comment ça se passe, etc. Voilà. Et là, après, c'est les meilleurs témoins et émissaires de comment on juge son prochain et à quel point c'est difficile de prendre certaines décisions, surtout quand vous allez vers une peine d'incarcération longue. Voilà. Donc, je crois que cette rencontre, pour qu'elle se fasse mieux, il faut absolument rapprocher le citoyen des magistrats. Et il y a une mesure assez simple que certains tribunaux ont mis en place et que moi je suggère de la généraliser. C'est faire passer convention entre les collèges et les tribunaux pour que tous les élèves de 4e ou 3e aillent faire un tour en comparution immédiate. Et en plus, si c'est un moment où dans la comparution immédiate il y a des dossiers de stupes, vous faites d'une pierre deux coups puisque vous faites de la prévention sur les drogues. Parce qu'alors là, ça décourage bien d'aller traficoter. Donc ce serait un super moment, surtout si derrière, si c'est préparé avec l'enseignant, et si derrière, il y a un moment de débriefing avec le juge d'audience, enfin le président d'audience, ou avec le procureur qui était à l'audience. Comme ça, vous pouvez vraiment faire de la pédagogie. Et là, les gens comprennent très vite la différence entre un procureur, un juge du siège, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce que c'est qu'un mandat de dépôt. Là, il n'y a plus de problème sur l'exécution provisoire. Et les gens le perçoivent à quel point la justice peut être rapide, même parfois expéditive, puisque c'est des gens qui sortent de garde à vue, qui directement sont jugés et vont en détention. Il y a le mandat de dépôt qui est très souvent prononcé à l'audience. Et là, ça donnerait des repères complètement autres et ça outillerait les citoyens en herbe, puisque ce seraient des jeunes gens, enfin des collégiens, contre ce que pourraient dire les populistes. Ça marquerait énormément ce genre de rencontre. Je rebondis tout de suite là-dessus. J'ai une double question. J'aime bien les doubles questions. Oui, j'aime bien. Non, mais j'en ai une, et puis quand même, comme on est dans le dialogue, en t'écoutant, la première question immédiate, c'est est-ce qu'il y a une germe ou en germe cette idée qui est excellente, en fait, on rapproche la justice des citoyens et puis on dit toujours l'éducation, mais enfin alors allons-y. Est-ce qu'il y a une envie des magistrats ? Est-ce que tu sens cette idée, elle est, voilà, on ne peut en discuter ici dans ce cadre, mais est-ce qu'elle est potentiellement réfléchi, discuté, à mettre en œuvre. Alors je reste à une question, je garde ma suivante. Voilà. Oui, donc déjà cette idée, elle est déjà mise en place par certains, mais c'est des affaires individuelles, de rencontres, voilà. Et puis le problème, c'est que les magistrats aujourd'hui sont tellement dans des pertes de sens et dans une gestion du flux, du stock, qu'ils ont du mal à se dire on va construire quelque chose de nouveau parce qu'ils sont pris par la charge de travail. J'avais une collègue qui me racontait qu'elle devait juger en cour d'appel des histoires de placement d'enfants ou de main levée de placement d'enfants qui depuis sont devenus majeurs. Donc ça sert à rien en fait. Vous voyez, donc là vous vous dites tout ça pour ça quoi. Donc
comment, à ce moment-là, alors que vous devez descendre vos piles de dossiers, vous arrivez à approcher ça? Mais c'est une mesure, en fait, qui devrait être décidée sur un plan national, par convention, au niveau national, pour que ce soit fait partout. Et après, il y a toujours des magistrats qui sont volontaires pour pouvoir aller débriefer avec les étudiants. C'est tellement sympathique de parler de son métier avec des jeunes qui ont toujours des questions hyper pertinentes, hein. C'est vrai que ça suppose souvent des magistrats qui ont la conviction chevillée au corps et que il y en a comme dans tous les métiers, mais c'est vrai que le temps et le poids du travail qui fait que potentiellement on ferait, mais s'il y avait un accompagnement national, peut-être il y aurait une idée. Si tu me permets, je voudrais vous dire qu'en 2021, il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a la moitié du corps de la magistrature qui a signé une tribune qui a été parue dans Le Monde, qui s'appelle « On ne veut plus d'une justice qui chronomètre tout », quelque chose comme ça, qui racontait le suicide d'un collègue, ou d'une collègue c'était, et qui racontait ce sentiment de perte de sens et de faillite éthique en fait. Parce que c'est des gens qui font ça parce qu'ils sont mus par une grande conviction, une vocation, c'est dur, c'est des horaires extrêmement lourds, c'est pas du tout les 35 heures, hein, vous avez pas, et c'est des enjeux pour les gens qui sont, pour les gens, c'est toujours l'affaire de leur vie qui va être jugée. Pour les magistrats, c'est un flux continu à traiter. Donc il y a cette souffrance parfois qui est là, et le fait que les magistrats eux-mêmes aient expliqué tout ça et que derrière, en fait, le sujet devient de plus en plus lourd et les moyens qui ont été donnés en plus à la justice ont été essentiellement orientés vers l'administration pénitentiaire pour rénover des maisons d'arrêt et créer de nouvelles places de prison. C'est pas aller au fonctionnement ordinaire de la justice. Donc ça s'arrange pas. Or, la demande de justice par le citoyen, elle régresse pas. Donc du coup, on a cet effet ciseau et cette souffrance, il faut Enfin, les magistrats eux-mêmes disent qu'ils ne veulent pas être le visage d'une justice qui maltraite. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que la justice peut être très maltraitante. Merci, mais en fait je vois que le temps passe et j'aimerais vraiment qu'on ait du temps pour discuter avec le public. Et non, mais je vais réserver des questions peut-être pour tout à l'heure, parce que je me demandais en t'écoutant, mais je vais poser ma vraie question, mais en écoutant Magali Lafourcade, on peut se poser la question, on a cette question de la confiance dans la justice, mais en fait la confiance dans les institutions de manière générale, c'est la même chose. Tu le dis dans le livre, tous les cahiers, c'était les cahiers de doléances de 2019 après les Gilets jaunes, c'était très intéressant. Les citoyens s'y sont penchés, ont écrit, et après, on n'en a pas fait grand-chose. Et je fais le parallèle en t'écoutant, c'est la Convention citoyenne sur la fin de vie, quand on écoute les personnes qui ont fait cette expérience, qui disent, mais en fait, on s'est pris au jeu. C'est comme les jurés. Pour moi, c'est-à-dire que là, il y avait une confiance, il y avait une envie. Donc voilà, ça, c'est une réflexion. Je me dis, cette confiance dans la justice, c'est aussi une confiance dans les institutions de manière générale mais c'est sûr que si ça tombe comme un soufflet après, c'est quelque chose qui manque. Et je trouve que ta question est d'autant plus importante que on voit que le peuple français est un peuple éminemment politique. À chaque fois que y a une ouverture pour quelque chose qui est de l'ordre de la consultation ou il y a une envie de casser le monopole décisionnel pour participer plus directement au moment délibératif. Il y a un sentiment qui est qu'après l'élection, la voix du peuple n'est plus entendue. Comme si le post-scrutin faisait que la démocratie est suspendue. Et moi, je suis convaincue que la démocratie doit être vivante, permanente, et pas intermittente au moment des scrutins, etc. Et ça pose aussi la question de la légitimité du juge dans la démocratie. C'est-à-dire que le juge n'est pas élu. Et beaucoup disent voilà, mais qui sont ces gens qui se permettent de juger des politiques alors que les politiques sont élus et le juge n'est pas élu? Et je crois que c'est là où il faut ouvrir un peu son esprit, se dire que il y a plusieurs types de légitimité dans une démocratie. La légitimité du suffrage, personne ne la met en doute, et pourtant elle est en train de perdre son socle parce qu'il y a tellement d'abstention, une fragmentation de l'espace politique, etc. Donc quand vous êtes élu il y a des démocraties qui ont mis un seuil minimum. Hein. Si vous n'avez pas au moins 10% ou 12% du corps électoral, c'est pas valide. Nous, on n'a pas de socle minimum, donc on pourrait avoir vraiment des élections avec un socle de représentativité assez faible. Le juge, il est la voix pas du peuple électoral, il est la voix du peuple citoyen.
c'est-à-dire celui qui se reconnaît à la fois dans la déclaration de 1789 des droits de l'homme et du citoyen qui est annexée au préambule de notre Constitution, dans les grandes lois de la Troisième République. Enfin, les droits de l'homme, c'est pas de gauche ou de droite. La Troisième République était plutôt à droite. C'est elle qui a fait toutes ces lois sur la liberté de la presse, sur la liberté d'association, sur la laïcité. Voilà. Donc, toutes ces grandes lois qui sont aujourd'hui les principes fondamentaux reconnus par la République. Et puis, donc, c'est les plus voilà, dans le langage des juristes. Ensuite, il y a la Constitution de 1946 avec son préambule sur les principes particulièrement nécessaires à notre temps et tous les droits sociaux qu'on a construits avec le CNR après la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, le juge, il en est encore comptable. Et le dernier texte qui est rattaché au préambule de notre Constitution, c'est la Charte de l'environnement, qui a été rattachée en 2005. Et donc, le juge est une des voix du peuple. Il n'est pas l'autre voix du peuple en dehors des élections. C'est une des voix du peuple. Le peuple, il peut très bien s'exprimer tout seul par plein de biais, y compris par les manifestations. Et moi, je suis convaincue que la qualité de vie démocratique, on parle tout le temps de qualité de vie, mais la qualité de vie démocratique, elle se jauge à la largeur des canaux pour exprimer ce qu'on pense, pour participer aux décisions qui nous concernent, pour donner notre colère si on n'est pas content. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, tous ces canaux-là, ils sont réduits. Et finalement, beaucoup de citoyens s'adressent aux juges pour faire obstacle à des décisions politiques qui contreviennent à l'intérêt général et à nos droits et libertés fondamentaux. Et le juge peut être un obstacle à ce moment-là, parce qu'il applique tout ce catalogue extrêmement riche d'un tout petit nombre de droits, mais qui sont extrêmement importants pour notre dignité humaine. Et c'est comme ça que, dans l'affaire du plomb, les sociétés savantes, les associations de patients ont décidé de s'adresser au Conseil constitutionnel parce qu'ils n'avaient pas été entendus par la commission sénatoriale. Parce qu'il y avait une entourloupe, vous savez, faire une doublon aujourd'hui, c'est quand vous demandez à ce que le texte soit tout de suite rejeté pour qu'il passe en commission mixte paritaire, et comme ça, on n'a pas à discuter les amendements. Et donc, tout le processus avait été vicié, en fait. Et les citoyens qui avaient une expertise ou qui avaient un rapport humain avec le sujet parce qu'ils accompagnent des gens qui sont atteints de cancer, sont allés s'adresser directement au Conseil constitutionnel en considérant que le Conseil constitutionnel pouvait les entendre sur quelque chose de fondamental qui est le droit à la santé. Voilà, donc on voit aujourd'hui ce déplacement qui du coup fait le terreau des populistes qui disent « Ah ben voilà, les juges ont pris trop de pouvoir ». Mais c'est aussi qu'on a le sentiment de ne pas être assez entendu et que finalement, le magistrat devient la voix, enfin celui qui peut porter la voix des attentes du citoyen sur les enjeux qui le concernent. Avant de passer au Conseil constitutionnel, voire directement aux questions, je rebondis sur ce que tu dis et c'est un élément qui est au cœur du livre. On disait tout à l'heure la démocratie procédurale et la démocratie substantielle. En fait, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire que la démocratie procédurale, c'est de dire la démocratie, c'est la majorité qui s'est exprimée une fois, point. Et la démocratie substantielle, c'est celle qui a de la substance et qui fait vivre la démocratie post-scrutin, comme tu le disais à l'instant. Et tu cites à chaque fois, je crois qu'à chaque début de chapitre, c'est Robert Badinter qui revient. Il n'y a pas de démocratie contemporaine sans état de droit fondé sur les libertés. Donc là, tu viens de donner le pendant liberté, qui est absolument fondamental. De toute façon, sans pluralisme, sans liberté politique, la démocratie, on ne peut pas s'exprimer en réalité. C'est bien de s'exprimer, mais si on n'a pas la possibilité d'avoir débattu des idées, on va voter dans un sens, on aura voté. Vous savez peut-être que la Cour suprême des États-Unis a rendu un arrêt le 20 février dernier au sujet des droits de douane. Et donc, il a mis un arrêt. C'était très intéressant parce que on attend, la Cour suprême, elle est extrêmement divisée. 6 juges qui sont conservateurs, si ce n'est plus, et 3 juges libéraux. Et en général, ce sont des opinions qui vont dans le sens plutôt de la politique actuelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, ça n'a pas été le cas. Et je cite j'ai un collègue qui a publié un article et qui dit « Nous sommes heureux qu'il y ait des digues, des garde-fous ».
Donc il y a aussi cette question de séparation des pouvoirs. Donc finalement, peut-être il y a de ça aussi dans ton livre. Il y a de rappeler que finalement, la seule voie majoritaire, et encore, elle est parfois à l'assaut du Capitole, même la démocratie procédurale, elle peut être remise en cause. Donc même la démocratie procédurale, mais rappeler que la démocratie, c'est précisément cette capacité du juge. Et c'est ce que tu dis dans l'ouvrage, c'est-à-dire c'est quoi la légitimité du juge ? C'est aussi cette légitimité d'être indépendant, d'avoir une autre légitimité qui est technique. Et la technique, si elle est expliquée simplement, elle est au service des droits et libertés et de la séparation des pouvoirs. Peut-être, voilà, j'avais envie de te demander ce que tu pensais de cette... Quand on parle en fait de démocratie ou état de droit, donc le premier danger, c'est déjà de dissocier les deux. Parce qu'en fait, l'état de droit, c'est la forme juridique d'une démocratie qui fonctionne. C'est-à-dire que vous avez l'idée que quelles que soient les mandatures politiques qui se succèdent, etc., on va mettre quelques principes intangibles qui sont qu'il y aura toujours une séparation des pouvoirs, un contrôle juridictionnel avec une indépendance, de façon à veiller à ce que le pouvoir ne déborde jamais trop loin. En fait, c'est l'attachement à la lutte contre l'arbitraire. C'est ça, c'est empêcher l'arbitraire. Ça, c'est le premier volet. Et ça, c'est vraiment intangible, ça ne bouge pas. Et ensuite, il y a un autre volet qui est très sympathique aussi, c'est que les quelques droits fondamentaux, qui sont très peu nombreux, droits et libertés fondamentaux, ceux-là, ils sont trop importants pour qu'on les laisse trop largement manipuler par les mandatures politiques. Donc on fait des choix civilisationnels de se dire on va se lier les mains, parce que ça, on a décidé une fois pour toutes que dans notre forme républicaine, on refusait. C'est par exemple l'abolition de la peine de mort. C'est la constitutionnalisation de l'IVG. Ça, c'est récent. Mais c'est aussi le droit d'asile. On a un peuple français qui a connu l'exode, qui a connu des moments très durs, et qui se dit, on peut restreindre le droit d'asile, les conditions, etc. En revanche, on ne peut pas le restreindre à un point tel qu'il n'y a plus de droit d'asile. Et donc, ça veut dire que les législatures qui vont succéder pendant toute la Ve République ne pourront jamais porter une atteinte disproportionnée au droit d'asile au point qu'il n'existera plus. Et c'est cette contrainte-là qui fait qu'on se reconnaît dans cette civilisation, et c'est cette contrainte-là qui est aujourd'hui attaquée par ceux que j'appelle être des révisionnistes, c'est-à-dire qu'ils veulent changer l'ordre constitutionnel. Et c'est souvent des gens qui, en plus, se disent républicains, alors que, en fait, ça allait à l'encontre des principes de notre République. Et donc, c'est là où le juge est le premier rempart. Et quand vous regardez le manuel du parfait autocrate, la première des choses, c'est attaquer la justice constitutionnelle. Vous avez vu ça en Pologne au moment du PiS, du Parti droit et justice, en Hongrie avec Viktor Orban, qui lui l'a théorisé, et maintenant aux États-Unis, on voit à quel point l'idée, c'est de mettre des affidés, etc. Sauf que même aux États-Unis, il y a un moment où ça résiste, quand vraiment il n'y avait pas de base légale en fait pour les droits de douane, donc c'était assez prévisible. Sauf qu'entre-temps, Trump, sa logique, c'est on brutalise, et entre-temps, on a tellement cassé que même si derrière on gagne, ça va être très très compliqué de restaurer. Et c'est pareil, en Pologne actuellement, on voit la difficulté de restaurer l'état de droit. C'est très facile à bousiller, ça va vite. Et là, on est, nous en France, dans une période où ça va très vite. Les points de bascule qu'on passe les uns après les autres sont vraiment... moi, je suis remontée juste à 2023, où c'est le premier point de bascule. Et ensuite, ça s'enchaîne extrêmement rapidement. Par contre, à reconstruire, il faut des décennies, hein. Pologne, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent en ce moment. C'est tellement difficile derrière de dire finalement, ceux qui sont aujourd'hui contre l'état de droit, c'est les juges qui ont été mis en place par le gouvernement conservateur précédent. Et le gouvernement libéral arrive aujourd'hui avec l'appui du président. C'est difficile. Alors, on se permet une demi-question dernière, mais on essaye d'être courtes toutes les deux. Parce que quand même, on a le Conseil constitutionnel. Là, je prends ma casquette de constitutionnaliste. C'est extrêmement fin la manière dont tu le présentes dans le livre. Le Conseil constitutionnel, il est nommé par 3 personnes, enfin les membres sont nommés par 3 personnes, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, avec une audition qui n'est pas très effective et efficace devant les commissions des assemblées. Bon. La critique facile. Ils sont nommés par des politiques, ils sont politiques, ils n'ont pas de formation juridique, point final, je mets de côté. Et là, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que nous-mêmes, si on véhicule cette critique, elle est trop facile, parce qu'il faut aussi
des personnages. En Belgique, c'est moitié de politique, moitié de juriste. Ça va. En fait, en tant que tel, nous aussi, c'est notre rôle, parce que sinon, on participe au populisme anti-juge en disant, de toute façon, le Conseil constitutionnel, il sert à rien, c'est pas une cour, point. Donc, à la fois, je trouve que dans le livre, la réponse est nuancée. Elle dit, bon, la critique est trop facile, mais il y a quand même des améliorations, parce que d'avoir des juristes qui ont l'indépendance du juriste et du juge peut renforcer la qualité et la confiance. Donc moi, je serais assez dans ta nuance, qui est à la fois de dire, attention, on jette pas tout d'un coup, le Conseil, tu viens d'en parler avec la loi du plomb, il a son rôle à jouer et il n'est pas que à critiquer, mais en même temps, la garantie du droit, peut-être on peut terminer là-dessus, parce que vraiment ton argument, la garantie du droit, c'est aussi une assise, on l'a vu avec la Cour suprême, c'est une fois de plus ça, leur qualification juridique, peut-être. Oui, je crois qu'en fait, le Conseil constitutionnel, à chaque fois qu'il est en première ligne, comme par exemple quand on a eu la loi, le projet de loi Asile-Immigration, tous nos responsables politiques, Premier ministre, Président de la République, ministre de l'Intérieur, Président de l'Assemblée nationale, ont poussé à l'adoption d'une loi dont on savait qu'une bonne partie des mesures étaient inconstitutionnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, ils se sont dit que leur boulot en tant que responsable d'une République, c'était de préserver les principes de la République. Et donc, ils ont mis en première ligne le Conseil constitutionnel. On a même eu le ministre de l'Intérieur de l'époque qui a dit « on ne va pas être des juristes avant les juristes ». Pour voir un peu le niveau de ce qu'on peut attendre d'un homme ou d'une femme politique à ce moment-là. Et donc derrière, quand le Conseil constitutionnel censure, il y a eu, je crois, 35 articles qui ont été censurés sur 86, si ma mémoire est bonne, eh bien, il y a tout de suite des gens pour dire qu'il faut supprimer le Conseil constitutionnel ou le rendre purement consultatif. Voilà. Il se trouve que le Conseil constitutionnel, il a énormément évolué. Et maintenant, grâce à la question prioritaire de constitutionnalité, qu'eux appellent la question citoyenne, c'est 80% de son activité. Donc, il est en train de faire vraiment de la découverte de principes, de droits, de choses fondamentales à l'aune des évolutions de la société. Donc, c'est quelque chose de fabuleux. Mais il a une autorité fragile parce que, justement, il n'y a pas assez de garanties qu'on retrouve dans toutes les cours suprêmes européennes ou ailleurs. La première des choses, vous avez vu, le président du Conseil constitutionnel a été nommé et à une voix près, il y avait un obstacle de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc ça veut dire qu'il faut s'astreindre quand on est un responsable politique, donc les 3 responsables politiques qui nomment, il faut s'astreindre à une discipline, à nommer des gens qui ont une compétence technique, une autorité morale et qui peuvent incarner la fonction face au vent contraire. On ne peut pas dire il y a des vents contraires et puis après mettre quelqu'un qui va être tout de suite très mal nommé. Donc on est dans cette ambivalence-là. Et donc, moi, mes propositions, j'ai beaucoup d'idées, comme tout le temps. Bon, voilà. Donc, je propose plein de choses. Et il y a des propositions qui sont assez évidentes, en fait, parce que les responsables politiques devraient y penser tout seuls. Mettre quelqu'un qui est un fin juriste, qui a une autorité morale très forte à la tête d'une institution comme ça, là, qui irait recruter dans son entreprise quelqu'un qui a fait 2 ans de droit et qui a été dans une agence de graphisme. C'est pas ce qu'on. J'ai rien contre les graphistes, au contraire, mais c'est pas ce qu'on attend. Et donc il y a cette idée de complaisance et de connivence qui est déjà en germe, et donc ça abîme déjà l'autorité. Donc il faut qu'on se rapproche des standards de beauté des belles cours suprêmes des autres pays. C'est assez évident, mais du coup, comme ça n'est pas pour tout le monde, il va falloir l'écrire dans nos textes constitutionnels. Merci beaucoup, je suis assez d'accord, mais voilà, forcément. Mais on va passer au débat. Je crois que vraiment, là, il est 18h03. Je suis toujours un peu, ceux qui me connaissent, mes étudiants, je suis un peu allemande, alors j'aime bien laisser aussi le temps au temps. Et puis comme ça, on va avoir, moi j'ai plein d'autres questions. Donc si jamais, mais il y a de la place pour à peu près 20 minutes de questions. Bonsoir. Je voulais d'abord commencer par vous remercier, puisque je travaille au ministère de la Justice et c'est pas tous les jours facile. J'ai un parcours où j'ai fait les 3 grandes directions de notre cher ministère, donc la protection judiciaire de la jeunesse, la pénitentiaire et les services judiciaires. Je suis actuellement chargée de mission près des chefs de juridiction et je fais tout ce qui est accès au droit, justice de proximité. Donc pour compléter votre propos,
Oui, on essaye de travailler à faire sortir la justice des tribunaux. Moi, j'interviens dans des établissements scolaires sur l'état de droit, sur la justice, sur le métier de magistrat. Par contre, depuis 20 ans que je suis dans mon ministère, je constate un délitement, mais littéral, du nombre de fonctionnaires, des moyens alloués, mais à tous les niveaux. Alors oui, effectivement, la pénitentiaire absorbe beaucoup, mais de fait, avec 86 000 détenus, on n'a pas le choix. Je voulais juste poser la question de savoir si on ne peut pas se poser la question de est-ce que le fait que nos services publics sont en train de disparaître, parce qu'il faut le dire, que Victor Hugo a quand même dit qu'il fallait construire des écoles pour éviter de construire des prisons, qu'on sait très bien dans quel état est actuellement l'éducation nationale. On n'est pas mieux au niveau de la justice, on ne va pas se mentir. Mais est-ce que ce n'est pas cette destruction du service public qui précipite et qui permet au populisme de prendre de l'ampleur ? Oui, je pense que vous avez tout à fait là une analyse qui est juste parce que on le voit quand on voit les analyses de vote, on voit que dans les endroits où, je ne sais pas si vous avez vu cette étude qui a été faite sur les bars PMU. Vous fermez le bar PMU, c'est le dernier lieu de socialisation quand on a tout fermé le reste. Et donc là où le bar PMU ferme, le vote d'extrême droite progresse. Donc on voit que sur ce sentiment de déclassement, d'abandon territorial, etc., prospèrent des réponses qui sont des réponses qui ne vont pas du tout favoriser derrière la reconstruction du lien social, la fraternité, de recréer des liens de socialisation, etc. Mais quand même, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission télévisée où il y a Emmanuel Macron qui a présenté un tableau dit de Mondrian. Il monte sur ce tableau. Et donc, c'était comment dépenser 1 000 euros de dépenses publiques. Et il y avait un tout petit carré, j'avais pris en photo sur mon écran, un tout petit carré en haut à droite du tableau, qui était bleu de mémoire, c'était la justice. C'était 5 euros pour la justice, sur 1 000 euros de dépenses publiques. Et même la recherche, qui va très mal, même la culture, c'était beaucoup plus. Dans mon souvenir, c'était 31 euros pour la défense, la police, je crois, 13 euros pour la recherche. Mais voilà, le plus petit carré, c'est la justice. Donc effectivement, il y a un mouvement plus vaste. Et là, ce sentiment que les services publics sont en déliquescence, ça favorise les idées populistes parce qu'on a vraiment le sentiment d'un abandon par le politique du citoyen ordinaire. Et d'une privatisation aussi, parce que derrière, quand il y a le service public qui s'effondre, il y a d'autres qui récupèrent très très bien une clientèle plus aisée. Oui. Sauf que la justice, on n'a pas de privatisation encore. Oui. Est-ce que c'est pas concomitant au nombre de lois, de décrets, d'amendements où je défie les avocats de connaître l'ensemble des lois, des décrets, des amendements. Bon, qui c'est qui fait les lois ? Comment ? Qui c'est qui fait les lois ? C'est bien l'Assemblée nationale, d'accord ? Bon, on se rend compte que dans les grandes affaires, il y a, comme on dit, des grands avocats qui sont au courant, à mon avis, qui s'engouffrent dans les brèches, justement, etc., dont ils sont au courant. Donc, le populisme, à mon avis, et Trump s'inscrit là-dedans, le populisme, je pense que c'est le triomphe de l'émotion. C'est le triomphe de l'émotion. Et Trump, il a dit, OK, moi, je vais vous simplifier la vie, écoutez-moi. Et à ce moment-là, ça sera le rapport de force. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je trouve que ce que vous dites est très juste et tout à fait pertinent. Alors d'abord, le fait que la loi est très mal écrite, qu'elle bavarde. Ça fait des années que le Conseil d'État dit quand la loi bavarde, on parle d'inflation législative et d'enflure législative. Ça veut dire qu'elle enfle, c'est-à-dire que les lois avant étaient petites et maintenant elles sont de plus en plus détaillées, elles se contredisent, elles sont parfois obscures tout en étant très détaillées parce que c'est des compromis qui sont trouvés sur un coin de table, etc. Donc la loi, elle bavarde, et donc plus la loi bavarde, plus le citoyen y prête une oreille distraite. Ça, c'est vraiment, ça fait longtemps, et on n'arrive pas à résoudre ce problème. Donc, il y a un problème de mauvaise qualité de la loi, qui est vraiment repéré depuis longtemps.
Et donc, effectivement, le fait de pouvoir mettre après du rapport de force à toutes les sauces, etc., et de dire si c'était avec moi, bah, vous verrez ce que vous verrez, ce sera bien mieux, c'est aussi parce que on ne comprend plus ce que veut dire le législateur, et le juge est obligé de se débrouiller avec ça. Donc je trouve que ce que vous observez est très juste, et je vois pas trop comment on pourrait en sortir, sauf à avoir une classe politique qui se sentirait plus concernée par nos principes républicains, savoir que dans la loi on met ce qui est essentiel, et puis dans le décret on met ce qui détaille la loi, que quand on prend une loi, on prend des décrets d'application, ce qui est aujourd'hui rien que ça, ça est un peu évident pour tout le monde. Ben voilà, peut-être pas pour notre classe politique. Et puis, il faut aussi adresser les sujets qui concernent les citoyens. Et je trouve qu'il y a pas mal de thèmes qu'on a, nous, dans nos conversations entre citoyens, et qui ne sont pas portés politiquement. Et ce décrochage-là, on voit bien que ça finit par énormément peser, et ça joue dans le problème de la défiance vis-à-vis des institutions. Et c'est là-dessus que les ingérences vont jouer. L'ingérence, c'est pas forcément que pour faire gagner un camp. C'est pour détruire la confiance, créer le doute. J'ai vu un rapport il n'y a pas longtemps de l'Institut Montaigne qui est tout récent, qui dit que la moitié des Français n'ont pas confiance dans la sincérité du vote, comme si le vote pouvait être biaisé. On a un système de vote, nous, qui est extrêmement solide. Moi, j'ai été juge délégué par le Conseil constitutionnel pour aller regarder, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc j'étais scrutateur pour aller vérifier que tout se passait bien dans le ressort où j'étais. Et en fait, c'est extrêmement robuste, notre système. Donc, ce qui sort il n'y a pas de bourgeoise d'urne, on peut être vraiment très fiers de ça. Il y a déjà un Français sur deux qui doute. Alors, vous imaginez si ça devient un thème arsenalisé par les algorithmes, parce que notre débat public, il est largement hébergé aujourd'hui par les plateformes américaines et chinoises, et aussi un peu russes. Si on continue à faire croire aux gens que y a des élections volées, etc., toute cette rhétorique-là, elle est ravageuse pour la suite de notre démocratie. Vous avez parlé des thèmes qui intéressent les citoyens. Vous avez parlé notamment de ce qui concerne la probité, avec l'inflation depuis 2016 des atteintes à la probité. C'est aussi parce que les textes, là aussi, ont enflé, peut-être, je ne sais pas. Vous avez parlé du rapport des politiques à la loi pénale, mais peu des rapports du citoyen à la loi pénale. Parce que moi, le paradoxe que je trouve, c'est que dans les sondages, à la fois, nous sommes en attente de probité, nous très collectif, et nous sommes prêts à voter pour des gens qui ont plein de casseroles aux fesses, quand même. J'adore votre question. Vraiment, parce que pour moi, c'est quelque chose j'ai tout le temps, je me pose la question. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment de réponse à ça, sauf à dire que quand on voit la rhétorique qui est utilisée par les responsables politiques quand ils sont poursuivis ou condamnés, il y a le réflexe victimaire et complotiste. C'est l'histoire du cabinet noir, c'est je suis victime des juges, etc. Mais là, depuis quelque temps, il y a un autre discours qui monte, qui est mais voler le Parlement européen, c'est pas grave, ou mais tous les partis font ça. Et donc et puis c'est abstrait. Tricher pour un financement illicite de campagne, c'est abstrait. La démocratie, c'est voilà. Ou le Parlement européen, c'est abstrait. En fait, c'est le contribuable, donc c'est nous. Et donc cette banalisation, elle est très intéressante parce que ça relève de ce que j'appelle la déstigmatisation de la corruption. C'est-à-dire, finalement, c'est pas grave, tout le monde le fait. Et ça, c'est nouveau comme discours. C'est-à-dire qu'avant, c'était le discours de la brebis galeuse. Voilà. Maintenant, Trump n'aide pas. Oui. Voilà. Alors, Trump, c'est ce qu'on appelle dans les concepts développés par la Banque mondiale le state capture. C'est-à-dire qu'il capture le pouvoir de l'État aux fins de privatisation d'un certain nombre de choses. Il est transactionnel, etc. Et on a ce discours qui commence à monter en France. Et ça, je crois que là, il faut vraiment se battre. Parce que, on le sait, une société qui est corrompue, elle a un problème d'efficacité, de services publics qui ne sont pas financés, c'est des maternités qui ferment. Voilà, exactement. Il y a le problème du consentement à l'impôt, qui est un droit fondamental, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais c'est aussi le fait qu'on ne peut pas avoir une efficacité économique, une prospérité économique. J'évoque dans le livre un prix Nobel d'économie qui parle de ça, qui s'appelle Douglas North, et qui explique qu'en fait, une société corrompue, c'est une société qui va mal sur le plan économique et financier.
Merci. En fait, je suis en train de me dire, je ne sais pas si ça va faire avancer le schmilblick, mais pour rebondir sur ce qui a été dit avant, en fait, j'ai l'impression que c'est notre classe politique le problème de base. C'est-à-dire que, en fait, sur le déclassement sur les représentations politiques, c'est-à-dire qu'on a un pays français où on devrait être fier du pouvoir judiciaire qu'on a, qui essaie de fonctionner justement comme un pilier de la démocratie. On parlait d'autres services publics, que ce soit l'enseignement supérieur, l'hôpital public, on décrit énormément aussi l'éducation nationale. Et en fait, j'ai l'impression que nos politiques oublient que tous ces éléments-là ne sont pas des variables d'ajustement, mais les piliers fondamentaux de notre état de droit, parce que je mets avec aussi tout ça. Et du coup, je me dis que notre combat à nous en tant que citoyens, c'est certainement, et ça va avec ce que vous disiez sur un État corrompu, c'est d'arrêter de voter en fait pour des gens qui ont des casseroles, c'est d'arrêter de... Mais faudrait-il encore qu'il y en ait qui en ait pas, ce qui est quand même... Non, mais c'est pour ça que je dis, ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas avancer le schmilblick. Je m'interroge juste, je partage cette réflexion-là en disant on a une classe politique qui ne protège pas ce qui fait la beauté de notre pays et qui fait que c'est un état de droit. Et donc, est-ce que c'est pas à nous, citoyens, et comment on peut le faire pour défendre ça ? Alors, moi, j'aime bien la société civile organisée et quand on voit, par exemple, d'où vient Anticor. Vous savez qu'Anticor a eu beaucoup de mal à avoir son agrément, au point que l'État a été condamné pour faute. Hein. Donc, voilà. Anticor, c'est une association d'élus, donc de gens qui disaient, nous, on veut éliminer de notre, de la classe politique ceux qui font de la corruption. Ça, c'est une super initiative. Sauf qu'aujourd'hui, Anticor est vu comme une officine d'extrême gauche qui essaye de se faire de la notoriété en chassant des puissants. Mais non, en fait, c'est un très très bon réflexe parce qu'effectivement, toute la classe politique n'est pas corrompue, loin s'en faut. Sauf que la confiance, elle est effondrée à cause de ça. Ça a des effets massifs. Donc, moi, j'étais toujours très étonnée de voir les scores à Levallois-Perret de Monsieur Balkany. Voilà. Et donc, bon, en fait, c'est aussi parce qu'en fait, si on creuse un tout petit peu plus loin, on se dit, ceux qui se disent, ok, tel ou tel maire ou voilà, et pas honnête, il a une maison au Maroc ou ailleurs, etc. Mais en même temps, il va être capable de se défoncer pour notre ville. Il va en faire quelque chose. Donc il y a aussi l'idée ça veut dire qu'il comprend toutes les ficelles, il a tout saisi. Donc il y a un côté très utilitariste qui peut s'entendre en fait. Et ça, je crois que c'est ça qu'il faut aussi analyser. C'est aller voir pourquoi le citoyen, au-delà du fait que toute la classe politique, parce que c'est vrai, les juges en fait, ils sont peut-être dits politisés, mais ils condamnent autant les gens de gauche que de droite, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Hein. Donc voilà. Sauf que ce qui est nouveau, c'est la déstigmatisation par les politiques de leur propre casserole. Et la deuxième chose, c'est l'usage du pouvoir, de l'initiative parlementaire pour gommer leurs problèmes. C'est par exemple le député Ciotti qui a proposé une loi pour faire qu'il n'y ait plus d'exécution provisoire quand sur l'éligibilité. Bon, ça c'est typiquement un détournement d'un pouvoir à des fins d'un allié politique, d'aider un allié politique. C'est la rumeur qui est insistante sur le fait que des alliés de Marine Le Pen pourraient proposer une loi d'amnistie. Alors ça, c'est la gauche qui a inventé ça. Dans les années 90, après le scandale du carrefour du développement, c'est les socialistes qui se sont auto-blanchis. C'est un pur scandale. La société, autant à l'époque ça a grincé, autant maintenant on ne peut plus accepter ça. Et c'est aussi l'idée de se servir de toutes les tribunes politiques, médiatiques, etc., pour désigner un coupable. Et le coupable, c'est toujours le juge. J'avais une question à l'origine, néanmoins, je me permets de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Et ce que je vais dire, ça concerne les criminels classiques, mais aussi les criminels à col blanc. C'est une phrase d'Hegel, il ne faut pas simplifier un criminel à son crime. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, les faits qu'il a commis et dont il est présumé innocent sont très graves, mais il a fait d'autres choses qui peuvent être et qui peuvent plaire aux citoyens. Par exemple, vous parliez de la QPC tout à l'heure, il me semble que c'est à mettre à son crédit. Alors,
Et donc je question reviens. Prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. C'est une réforme constitutionnelle de 2008 et c'était sous sa présidence. Il y a plein d'autres choses qu'il a fait qui sont pas bien. Je lui ai jamais donné mon suffrage et je lui donnerai jamais. Mais là n'est pas le sujet. Ma question originelle était la suivante. Vous parlez tout à l'heure, vous citiez l'un de ses amis et je m'interroge et donc je vous interroge. Est-ce qu'il fallait le mettre en prison, Nicolas Sarkozy, pour des raisons juridiques? C'est-à-dire que est-ce que les critères du mandat de dépôt étaient véritablement en l'espèce réunis? Il y a deux phases dans un jugement pénal. Il y a la phase sur la culpabilité, et je trouve que le jugement de première instance est assez clément. Pour moi, la corruption passive d'agents publics était caractérisée en l'espèce. Et sur la peine, je trouve le jugement beaucoup plus dur. Et quelque part, là, il ne faut pas non plus être exempt de critique, puisque c'est un état de droit fonctionne quand on critique un jugement. Et bon, après, il a été libéré 21 jours après parce que... en fait, c'est un problème dans la loi. Les critères du 144 sont différents du critère de mandat de dépôt, donc forcément, ça coïncide pas. Mais ça procède d'un phénomène où l'exécution provisoire est devenue presque la règle. Moi, je suis en comparution immédiate tous les jours pour des... Je suis pas prévenu, hein, vous inquiétez pas, pour des régions contractuelles. Et c'est prononcé tout le temps, mais la motivation est, je trouve, dans le jugement assez lacunaire. Donc, ma question était la suivante. Les propos de l'ami sont... à mains égards critiquable et assez abject, néanmoins, il touche quelque chose qui peut être intéressant de mon point de vue, juridiquement. Je vous remercie. Alors là, on rentre dans une question qui est plus technique. Donc moi, je m'abstiens toujours de commenter les décisions. Je peux expliquer le fonctionnement, etc. Mais par contre, je ne donne pas mon point de vue. Voilà. Par contre, là où on peut très facilement se rejoindre, c'est que donc il y a deux droits applicables. Il y a quand il est condamné en première instance. C'est à ce moment-là, on est sur l'exécution de la peine. Dès qu'il fait appel, même si on savait qu'il ferait appel, on est sur la détention provisoire. Donc c'est d'autres critères qui s'appliquent. Donc on savait à peu près tous que sur la détention provisoire, il serait libéré assez rapidement, puisque la juridiction avait, il me semble, 2 mois pour pouvoir se prononcer. Ça a été fait au bout de 21 jours. Et que sur les critères de la loi, donc l'article 144 du Code de procédure pénale, il était assez aisé de prévoir qu'il allait être libéré. Mais sur l'exécution de la peine, on a des statistiques qui montrent qu'on prononce un mandat de dépôt dans 85% des affaires qui sont sur le même quantum de peine. Donc, il était dans la norme. Ça, c'est juste ce que je peux dire des aspects de norme. Après, on peut se dire qu'il a bénéficié d'un mandat de dépôt à effet différé. Ce qui est, pour tout vous dire, c'est la première fois que j'entendais ça. Je ne connaissais pas le mandat de dépôt à effet différé. C'est extrêmement rare. Ce qu'on peut dire surtout, c'est qu'il a bénéficié après de conditions d'incarcération très particulières et que nous avons eu l'ambassadeur américain à Paris qui a demandé à le rencontrer de rencontrer en prison. Il a demandé un droit de visite à la cour d'appel. Ça, c'est la première fois qu'on a un ambassadeur américain. Alors, c'est la première fois qu'on a un président sous la Ve République aussi, on pourrait dire. Voilà. Sauf qu'à ce moment-là, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est qu'on peut vraiment discuter la question de l'exécution provisoire, le mandat de dépôt, parce qu'en tant que fan des droits de l'homme, moi, j'aime bien le fait qu'on puisse avoir un vrai droit au recours. C'est fondamental. Sauf que le droit au recours, il y a des moments où il faut pouvoir l'exercer à temps rapide. Et donc, quand on a des délais pour être jugé en appel qui sont de 3 ans, et après il y a cour de cassation, il faut rajouter encore, etc., au bout d'un moment, ça fait plus sens. Quand Jacques Chirac est condamné 22 ans après les faits, quel sens ça a, le sens de la peine à ce moment-là? Tous ceux qui ont travaillé dans l'administration pénitentiaire savent bien que ça n'a plus de sens. Le problème, c'est que tous les politiques qui ont râlé sur l'exécution provisoire, que ce soit pour Marine Le Pen, pour l'inéligibilité ou pour Nicolas Sarkozy, il n'y en a pas un qui a dit comment faire pour réduire les délais. Voilà. Alors, on a tous l'impression que finalement c'est rapide parce que dans l'affaire Le Pen comme dans l'affaire Sarkozy, c'est jugé à un délai mais exceptionnellement rapide. Voilà, ce qui est très bien parce que ce sont des affaires qui ont beaucoup ému l'opinion publique. Donc, mais il faudrait que ce soit pour tout le monde. Enfin, encore une fois, moi, je serais pour qu'il n'y ait pas de mandat de dépôt, etc., dès lors qu'on peut juger les gens en appel hyper rapidement. Mais simplement, ça ne peut pas être que pour certains et pas tous les autres. Et là, je pense qu'on peut facilement se retrouver.
Peut-être Aurore, tu voulais ajouter quelque chose, une question? On peut en prendre encore une dernière? Allez, très bien. Il y a le monsieur Anvers. Oui, bonsoir. J'aurais une question un brin provocatrice, mais nous sommes à Toulouse, on a l'habitude, la patrie de Nougaro. Oui, donc je m'interroge, toutes les affaires que vous avez citées, on pourrait encore en citer d'autres, et on va rajouter Cahuzac, ce sera pour la parité. Ce qui m'interpelle, c'est que toutes ces affaires, vous me contredirez si je me trompe, ont été levées par des journalistes. On a la chance en France d'avoir des journalistes d'investigation. Ils sont peu nombreux, mais ils existent. Bon, je ne vais pas les citer, tout le monde les reconnaîtra. Donc, ma conclusion provocatrice, c'est, mais que fait la justice ? Si les journalistes n'étaient pas là, on aurait peut-être eu Fillon, président de la République, Sarkozy serait peut-être, je ne sais plus ce qu'il pourrait faire. Donc voilà, ça c'est une question qui m'interpelle depuis un petit moment. J'espère que vous allez pouvoir me donner des éléments de réponse. Merci. Alors, moi je dois vous dire que dans mes autres casquettes, je préside le comité d'éthique et déontologie du groupe Le Monde. Donc je peux vous dire que je suis extrêmement fan de la presse libre et encore plus fan de la presse d'investigation. Mais ça révèle une chose, ça révèle que la justice est débordée et qu'elle a du mal à faire émerger Il faut que les journalistes sortent des affaires. Alors, c'est vrai que les affaires qu'on a citées, j'essaye de voir s'il y en a certaines qui ne sont pas liées à la presse. Je pense qu'elles ne sont pas toutes liées à... Il y a peut-être eu de l'enquête d'initiative. Mais c'est clair qu'à un moment donné, quand ça fait du bruit dans la presse, ça s'impose à la justice. Le procureur, qui a une indépendance avec des garanties beaucoup moins importantes que le siège, se trouve à ce moment-là bien légitime à ouvrir un début d'enquête et après à saisir un juge d'instruction. Le juge d'instruction, il est indépendant, donc lui, c'est vraiment un levier démocratique extraordinaire. Et d'ailleurs, on a eu un certain Nicolas Sarkozy qui a essayé de le supprimer à un moment donné, vous savez. Donc voilà. Et donc les petits juges. Et donc le parquet est d'autant plus obligé que ça fait du bruit. Donc si on n'a pas cette presse d'investigation et si on n'a pas ce citoyen énervé, les affaires, elles sortent pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à être indigné et il faut protéger la presse. Et il y a des gros dangers sur la presse libre. Mais on en parlera peut-être une autre fois. Ah, merci. En fait, il va falloir qu'on termine et je voudrais faire un... Tu me laisses juste dire bien sûr. Parce que quand je dis que dans le parfait autocrate, la justice est le premier contre-pouvoir, mais bien sûr, derrière, il y a tout de suite la presse indépendante, la société civile. Voilà. Et nous, dans notre pays, en ce moment, les deux sont assez affaiblis. Voilà. Oui, mais et les libertés académiques, comme Aurore, que j'empêche de parler. Enfin, et tous ceux qui sont avec nous. Mais justement, c'est pour terminer. Tu me fais la transition, puis j'aime bien les jolies transitions. Anne Chemin, dans le joli encadré recension qu'elle a écrit dans le Monde, disait « L'ouvrage de Magali Lafourcade contient une lueur d'espoir. » Elle te cite « Les responsables politiques attachés à la démocratie, les professionnels du droit, les corps intermédiaires, mais aussi la société civile et les citoyens sont loin d'être démunis. » Et c'est là vraiment ma dernière question pour que tu puisses conclure là-dessus. Pour nous, la tendance, elle est aussi de dire il y a la classe politique et il y a nous. Alors déjà, je pense que c'est en fait beaucoup trop réducteur parce que nous aussi, dès lors, on participe à ce discours. Et nous, on fait quoi, les citoyens, avec ta lueur d'espoir ? Donc déjà, on ne s'accommode pas de l'idée qu'il faudrait juste résister. Je pense que résister, c'est pas suffisant. Il faut aussi se refédérer sur nos valeurs fondamentales. Ce que fait Ombre Blanche là, avec ce moment de discussion, c'est fantastique en fait. Refaire du lien, parce que les populistes, ils essayent de faire deux choses. D'abord, de nous fragmenter en petits groupes, le plus possible, pour qu'on se sente après très l'individu dans sa définition première, c'est-à-dire celui qui est pas divisible, donc tout seul, isolé, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'ils essayent de nous faire croire que la vague populiste est trop haute et qu'on n'arrivera pas à y réchapper. En fait, ça aussi, c'est du self-fulfillment de prophétie, comme on dirait, c'est-à-dire que c'est des prophéties autoréalisatrices. On essaye de nous faire croire ça, mais on peut tout à fait résister et se dire, mais non, ça marchera pas comme ça. Et donc, il faut lever plus haut nos exigences. Il faut se dire, on est un peuple politique, nous,
on veut s'investir sur... Donc, moi, j'aime beaucoup la société civile. On saisit le juge. Les magistrats peuvent aussi décider qu'ils vont protéger les contentieux des communs, c'est-à-dire tous ces contentieux sur les libertés fondamentales, qu'on va les prioriser, qu'on va mieux accompagner les décisions, qu'on va descendre dans l'arène pour expliquer. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Que ce que tu fais, toi, en tant qu'universitaire, c'est de l'engagement citoyen. L'engagement citoyen, il peut être à des tout petits niveaux, comme il peut être à des niveaux de prise de parole. Ce que j'essaye de faire. Moi, j'aime pas les médias, et pourtant j'y vais parce que je pense que ça peut être utile d'avoir des paroles responsables, d'expertise, etc. Voilà. J'aime pas les médias. Je veux dire, j'adore les médias, mais j'aime pas moi. Je m'écoute jamais, je me regarde jamais. J'aime pas moi y aller. Ça me stresse. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi, je me dis, c'est mon devoir, puisqu'on me tend un micro, autant le prendre et avoir un propos qui n'est pas celui qu'on entend dans la bouche des populistes. Je crois qu'il nous reste à vous remercier, vous, d'être là, et à te remercier, toi. L'ouvrage de Magali Lafourcade, La justice en procès, est publié aux éditions Les Petits Matins. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 28 février 2026 et réalisée et mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.